À 0h35, j'ai sonné à la porte de mon patron. Il a ouvert en robe de chambre, pâle, et derrière lui, ma femme descendait l'escalier en sous-vêtements. À ce moment précis, 22 ans de mariage se sont brisés devant mes yeux, et j'ai su ce que je devais faire ensuite. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Ignacio Vega. J'ai 48 ans et je travaille comme responsable de la logistique et du transport international dans une entreprise de distribution basée à Madrid. Pendant plus de 2 décennies, j'ai bâti une vie que je pensais solide. J'avais un mariage avec Beatrix Serrano, ma femme de 45 ans, et notre fils Marcos, 20 ans, étudiant à l'université. Beatrix et moi nous sommes mariés il y a exactement 22 ans et 7 mois, lors d'une petite mais émouvante cérémonie à Ségovie. Je faisais des doubles quarts pour qu'elle puisse étudier le design graphique. Bien qu'elle ait finalement abandonné quand Marcos est né. Pendant des années, je pensais que nous formions une équipe. J'étais si naïf. Mon patron, Ricardo Molina, a 52 ans et est le directeur régional de notre division. Je le connaissais depuis 9 ans, depuis ma promotion au poste de manager. Il a toujours été cordial avec moi et m'a même invité à des dîners de famille. Occasionnels avec sa femme, Amparo, et leurs 3 enfants. Beatrix et lui se sont rencontrés lors d'une de ces réunions d'entreprise il y a environ 2 ans. Je n'ai jamais rien soupçonné. Pourquoi l'aurais-je fait? Ricardo était mon supérieur et mon mentor professionnel. De plus, c'était quelqu'un en qui j'avais aveuglément confiance. Tout a changé au petit matin du mardi 14 octobre 2024. Je me suis rendu à Barcelone pour superviser l'ouverture d'un nouveau centre de distribution. Le voyage était prévu pour 3 jours, lundi, mardi et mercredi, avec un retour le jeudi après-midi. Mais le mercredi à 18h20, le client principal a annulé la réunion du lendemain en raison d'une urgence familiale. Mon collègue de Barcelone, un certain Thomas, m'a suggéré de rentrer le soir même. Ignacio, m'a-t-il dit pendant que nous rangions les documents, cela n'a pas de sens que tu restes juste pour le protocole, puisque ta famille te manque. J'ai réservé un vol de dernière minute qui partait à 21h45 de l'aéroport El Prat. J'ai atterri à Baraja à 23h10. J'ai récupéré ma voiture au parking de l'aéroport et j'ai roulé vers ma maison à Pozuelo. Le trafic était étonnamment fluide pour un mercredi soir. Les rues, éclairées par les réverbères oranges, créaient de longues ombres sur l'asphalte, mouillées par une pluie récente. Je pensais à faire une surprise à Beatrix, ou peut-être à lui préparer le petit déjeuner le lendemain, comme je le faisais quand nous étions jeunes. Mon itinéraire habituel passait près du quartier où vit Ricardo, qui est un quartier résidentiel exclusif avec des maisons de ville à 2 étages près de la Casa de Campo. Il était minuit 32 lorsque je tournais sur l'avenue du Portugal. Et, par pure habitude, mon regard se posa sur une rue. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé, mais peut-être le destin voulait-il que je voie la vérité cette nuit-là. Et puis je l'ai vu. L'Audi A4 gris métallisé de Beatrix, immatriculé 7392 KLM, était garé parfaitement devant la maison de Ricardo. J'aurais reconnu la voiture n'importe où. Je l'avais choisie moi-même il y a 2 ans comme cadeau d'anniversaire. Mon cœur a fait un bond si violent que j'ai dû serrer le volant plus fort. Les lumières du 2e étage étaient allumées, projetant une lueur jaunâtre à travers les rideaux entr'ouverts. J'ai garé ma Mercedes à environ 30 mètres de là, sous un arbre qui cachait partiellement mon véhicule. J'ai coupé le moteur. Le silence de la nuit était absolu, seulement interrompu par le bourdonnement lointain d'une voiture sur l'autoroute voisine. Mes mains tremblaient. J'ai respiré profondément 3 fois, essayant de contrôler la panique qui montait dans ma gorge comme une bile amère. Je me suis dit tranquillement, à l'intérieur de la voiture, qu'il devait y avoir une explication logique.
Peut-être y avait-il une urgence. Ou peut-être qu'Amparo avait besoin d'aide pour quelque chose. Mais même en construisant ces excuses pathétiques dans mon esprit, je savais la vérité. Je le savais dans mes os, et dans chaque fibre de mon corps qui s'est soudainement alourdi comme du plomb. Je suis sorti de la voiture. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai marché le long du trottoir silencieux, sentant le froid du ciment à travers mes chaussures de ville. La maison de Ricardo avait un petit jardin soigné à l'avant, avec des buissons taillés et une lampe décorative près de la porte d'entrée en bois sombre. J'ai monté les 3 marches en pierre menant au porche. Ma main a cherché la sonnette. J'ai hésité une seconde, puis 2 secondes, puis j'ai appuyé sur le bouton. J'ai entendu le son mélodieux résonner à l'intérieur de la maison. Ding dong. Ding dong. J'ai attendu. Le silence. 10 secondes ont passé. Puis 15. Puis j'ai entendu des pas pressés descendre les escaliers. Des voix chuchotées, paniquées, ainsi que le bruit indubitable de quelqu'un se déplaçant avec une urgence désespérée. La porte s'ouvrit brusquement. Ricardo Molina apparut devant moi, vêtu seulement d'une robe de chambre en soie bleu marine, qu'il avait clairement enfilée à la hâte car elle était mal fermée. Son visage, normalement bronzé et confiant, était complètement pâle, presque gris sous la lumière du porche. Ses yeux s'écarquillèrent énormément quand il me vit. « Ignacio » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne répondis pas. Mon regard passa devant lui, à l'intérieur de la maison, et alors je la vis. Béatrice descendait les escaliers recouverts de moquettes du 2e étage, et elle s'immobilisa à mi-chemin. Elle portait un ensemble de lingerie noire que je n'avais jamais vu auparavant, avec un soutien-gorge en dentelle et une culotte, et rien d'autre. Ses cheveux bruns, habituellement attachés en une pratique queue de cheval, tombaient librement sur ses épaules nues. Nous nous sommes regardés directement dans les yeux pendant 3 secondes éternelles. Le monde s'est arrêté. Ricardo ouvrit la bouche, essayant de former des mots, mais seul un son étouffant sortit. Ses mains agrippèrent le bord de sa robe comme si c'était une bouée de sauvetage. La sueur commença à perler sur son front, malgré le froid d'octobre qui s'engouffrait par la porte ouverte. « Ignacio » balbutia-t-il finalement, bloquant l'entrée de son corps comme s'il pouvait cacher l'évidence. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Il dit, Béatrice est venue parce que nous devions revoir des documents confidentiels de l'entreprise qui concernent ta prochaine évaluation de performance, et nous ne pouvions pas attendre. Des documents confidentiels, répétai-je lentement ces mots, ma voix sortant plus calme que prévu. Un calme étrange et presque surnaturel s'était emparé de moi. C'était comme si mon cerveau avait décidé de figer toutes mes émotions pour que je puisse fonctionner. Je demandais pourquoi ma femme devait être en sous-vêtements pour revoir des documents à 00h30. La question resta suspendue dans l'air de la nuit comme une guillotine. Ricardo ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, ressemblant à un poisson hors de l'eau. Ses yeux se déplaçaient frénétiquement entre mon visage et un point derrière moi, calculant probablement si un voisin était éveillé et observait cette scène. Il dit, « Écoute, Amparo n'est pas là cette semaine, car elle est allée à Séville avec sa mère malade, et j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de travailler sans interruption domestique. » Puis sa voix monta en pitch à chaque mot, se transformant en quelque chose entre la supplication et la panique alors qu'il disait, il faisait chaud à l'intérieur, alors elle a enlevé ses vêtements. Assez, dis-je en levant la main droite. Ma voix était toujours étrangement calme. Derrière Ricardo, Béatrice avait reculé de 2 pas, ses bras croisés sur sa poitrine dans un geste inutile de protection. Son visage montrait un mélange d'horreur et de honte que je n'oublierai jamais. Nos yeux se sont de nouveau rencontrés, et j'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux bruns,
les mêmes yeux qui me regardaient avec amour à notre hôtel il y a plus de 2 décennies. J'ai mis ma main dans ma poche de pantalon. Et j'ai sorti mon téléphone portable. Mes doigts tremblaient légèrement, mais j'ai réussi à le déverrouiller. Ricardo réalisa ce que je faisais, et son visage devint encore plus pâle, ce que je ne pensais pas possible. Il dit, Ignacio, s'il te plaît, ne fais pas ça, car nous pouvons parler comme des adultes civilisés et tu n'as pas besoin d'eux. J'ignorais ses supplications alors que je levai le téléphone et pris 3 photographies rapides. J'en ai pris une de Ricardo dans sa robe de chambre devant la porte, une deuxième de l'intérieur de la maison, capturant Béatrice dans les escaliers. Et une troisième en grand angle, montrant sa voiture garée avec la maison en arrière-plan. Le flash du téléphone a éclairé la scène 3 fois, transformant ce moment surréaliste en preuve numérique permanente. Le bruit de l'obturateur était obscènement fort dans le silence du petit matin. Clic, 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 cria Ricardo. Non, Ignacio, supprime ces photos tous deux. Suite, alors qu'il tendait le bras, essayant d'attraper mon téléphone, mais je reculais. Sa voix s'était transformée en un cri désespéré alors qu'il disait. Cela peut ruiner ma carrière. Alors, pense à ce que tu fais. J'ai remis le téléphone dans ma poche, le tenant fermement contre ma jambe. J'ai regardé Ricardo directement dans les yeux. C'était l'homme qui m'avait tapoté dans le dos lors des réunions d'entreprise. C'était l'homme qui avait trinqué à mon dernier anniversaire. C'était l'homme qui m'appelait ami, alors qu'il couchait avec ma femme. Je lui ai dit, pensez, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Ricardo. Ma voix semblait creuse, comme si elle venait de loin. Je lui ai dit. Je vais réfléchir très attentivement à chaque décision que je prendrai à partir de maintenant. Je me suis retourné pour partir. Derrière moi, j'ai entendu Béatrice dévaler les escaliers, ses pieds nus frappant le bois. Elle sanglotait. Ignacio, attends. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, parce que ce n'est pas ce que tu penses. Et nous pouvons arranger ça. Je ne me suis pas arrêté et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis descendu les 3 marches en pierre et j'ai marché le long du chemin du jardin, vers la rue. Mes jambes bougeaient mécaniquement, un pied devant l'autre. J'ai entendu la porte claquer derrière moi, suivie de voix étouffées se disputant frénétiquement à l'intérieur de la maison. J'ai atteint ma Mercedes, j'ai ouvert la portière et je me suis assis sur le siège du conducteur. Mes mains ont serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai regardé l'horloge du tableau de bord et il était minuit 41, à peine 9 minutes s'étaient écoulées depuis que j'avais garé la voiture. C'était 9 minutes qui avaient détruit 22 ans de mariage. J'ai démarré le moteur mais je ne suis pas parti tout de suite. À travers le pare-brise, j'ai vu les lumières du 2e étage de la maison de Ricardo s'éteindre soudainement, plongeant tout dans l'obscurité. Quelques secondes plus tard, j'ai vu des ombres bouger derrière les rideaux du rez-de-chaussée. J'imagine Béatrice s'habillant à la hâte, et Ricardo faisant les 100 pas comme un animal en cage. Tous deux se disputaient à voix basse, urgemment, sur ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'ils avaient été découverts. Mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai regardé l'écran et c'était Béatrice qui appelait. J'ai rejeté l'appel. Il a immédiatement vibré à nouveau, et j'ai rejeté à nouveau, et encore. Au total, j'ai rejeté 11 de ces appels au cours des 5 minutes suivantes. Entre ces tentatives, Ricardo a également appelé 3 fois, et je les ai tous rejetés. Finalement, j'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné de cette rue. Je ne suis pas rentré chez moi parce que je ne pouvais pas. L'idée d'entrer dans notre chambre et de voir nos photos de famille sur les murs, ou de dormir dans le lit où elle dormait toutes les nuits après avoir été avec lui, était insupportable. Au lieu de cela, j'ai roulé sans but à travers Madrid pendant près de 40 minutes. Les rues étaient pratiquement vides, avec seulement quelques taxis de nuit et des camions de livraison du petit matin.
Les feux de circulation. Passer du rouge au vert et du vert au rouge, marquant un rythme hypnotique. Que mon cerveau suivait sans réfléchir. Je suis passé par la Gran Via illuminée. Et j'ai traversé le Paseo de la Castellana désert. J'ai tourné 2 fois autour de la fontaine de Cybèle, sans raison apparente. À 1h28 du matin, je me suis finalement arrêté devant l'hôtel Melia Castilla. Près du Bernabeu. Je suis entré dans le hall où un réceptionniste endormi, d'une trentaine d'années, m'a accueilli avec un professionnalisme fatigué. Il m'a demandé si j'avais une réservation, et j'ai dit non, car j'avais besoin d'une chambre individuelle pour cette nuit. Il a dit, bien sûr. Alors que ses doigts tapaient sur l'ordinateur, il m'a demandé si je n'avais que des bagages à main, et j'ai regardé vers le bas. Je portais toujours ma mallette de travail du voyage à Barcelone, et rien d'autre. Alors j'ai dit, oui, juste ça. Je me suis enregistré sous mon nom, j'ai payé 95 € avec une carte de crédit, et je suis monté à la chambre 412 au 4e étage. La chambre était impersonnelle mais propre, avec un lit double au drap blanc. Un petit bureau et une fenêtre donnant sur le parking. Je me suis assis sur le bord du lit sans rien allumer d'autre que la lampe de chevet. Mon téléphone avait vibré 23 fois de plus pendant le trajet. Finalement, je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. Il y avait 18 appels manqués de Béatatrice, plus 5 de Ricardo et 7 messages textes que je n'osais pas encore ouvrir. J'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai revu les 3 photographies que j'avais prises. Elles étaient là, claires et accablantes. Ricardo Molina, le directeur régional, en robe de chambre à minuit, plus Béatatrice Serrano de Vega, ma femme depuis 22 ans, en lingerie noire dans la maison de quelqu'un d'autre et la voiture de famille garée en témoin silencieux. C'était la preuve parfaite d'une trahison parfaite. J'ai passé cette nuit à l'hôtel Melia Castilla sans dormir une seule minute. Je suis resté assis sur le lit, le dos contre la tête de lit, à regarder le plafond blanc pendant que les heures s'écoulaient avec une lenteur torturante. À 2h17 du matin, j'ai finalement décidé de lire les messages de Béatatrice. Chacun était plus désespéré que le précédent. Elle a écrit, Ignacio, s'il te plaît réponds, parce que j'ai besoin de te parler et ce n'est pas ce que tu penses. Elle a écrit, je te supplie de me laisser m'expliquer, car c'était une horrible erreur et je t'aime. Elle a demandé où j'étais et a dit qu'elle était inquiète parce que Marcos me cherchait. Elle a écrit que Ricardo avait dit que c'était sa faute et qu'il l'avait manipulée. Elle m'a supplié de la croire, disant qu'elle avait appelé 31 fois et qu'elle voulait au moins savoir si j'allais bien. Ce dernier message m'a fait éclater d'un rire amer qui a sonné trop fort dans le silence de la pièce. Elle demandait si j'allais bien après que ma femme m'ait trompé avec mon patron depuis Dieu. C'est combien de temps? L'ironie était presque comique. J'ai bloqué les 2 numéros temporairement, car j'avais besoin de silence pour réfléchir. Et réfléchir, c'est exactement ce que j'ai fait pendant les 6 heures suivantes. Mon cerveau a commencé à revoir les derniers mois comme un film au ralenti, cherchant les signes que j'avais ignorés. Et quand j'ai commencé à chercher, je les ai trouvés partout. Il y a 3 mois, fin juillet, Béatatrice avait commencé à utiliser un parfum différent. Je l'ai remarqué un samedi matin au petit déjeuner, disant que c'était un nouveau parfum qui sentait cher. Elle avait légèrement rougi et répondu que c'était d'une marque qu'elle avait vue dans un magazine et qu'elle s'était fait plaisir. Elle m'a demandé si je ne l'aimais pas, et je lui ai dit que oui. Je n'ai jamais demandé combien il avait coûté ni d'où venait l'argent. Maintenant, je réalisais qu'il y avait 18 700 € de dépenses inexpliquées, et que ce parfum était probablement un cadeau de Ricardo. En août, Béatatrice a commencé à insister sur le fait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Tous les mardis et jeudis soir, elle quittait la maison à 18h30. Elle disait qu'elle allait à son cours de pilates dans une salle de sport près de Moncloa.
Elle rentrait vers 22 heures, douchée et les cheveux mouillés. Attribuant le retard à un trafic horrible ou à des discussions avec des camarades de classe. Je n'ai jamais rien soupçonné, car elle semblait plus heureuse et plus énergique. J'étais tellement stupide. Ce n'était pas du Pilate, c'était Ricardo. Je me suis souvenu d'un moment précis de la mi-septembre. Béatrice et moi étions allés à un dîner d'entreprise, une de ces réunions formelles où les dirigeants présentent les résultats trimestriels et tout le monde fait semblant d'être intéressé. Ricardo a fait un discours sur la loyauté commerciale et la confiance entre collègues. Quand il a eu fini, plusieurs employés ont applaudi. Et j'ai applaudi comme un idiot aussi. Béatrice était assise à côté de moi, et à un moment donné, nos regards ont croisé celui de Ricardo depuis le podium. Il a immédiatement détourné le regard. Presque coupable, et s'est raclé la gorge avant de continuer à parler. J'ai attribué cela à la nervosité de parler en public, mais maintenant je comprenais que c'était de la culpabilité. Il y avait d'autres signes, et bien d'autres. Encore. Les samedis où je travaillais à domicile pour revoir des rapports, Ricardo appelait la ligne fixe à des heures étranges juste pour vérifier certains détails du projet Bilbao, disait-il toujours. Mais c'était Béatrice qui répondait fréquemment, car j'étais concentré dans mon bureau. Les conversations duraient 15, ou parfois 20 minutes. Une fois, je suis descendu prendre un café et j'ai trouvé Béatrice riant doucement au téléphone, avec une voix différente, plus douce. Quand elle m'a vu, son expression a changé instantanément. Elle a rapidement expliqué que c'était mon patron et qu'il parlait de la fête de Noël de l'entreprise. J'ai pris mon café et je suis retourné travailler sans y penser davantage. J'avais été si aveugle. À 6h45 du matin, quand les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer à travers la fenêtre de l'hôtel, j'avais mentalement reconstruit au moins 15 moments suspects que j'avais complètement ignorés. Ce n'était pas par stupidité, mais parce que je lui faisais confiance. Je faisais confiance à ma femme, et je faisais confiance à mon patron, et je faisais confiance à ce que les gens que j'aimais et respectais ne me déchireraient pas de cette façon. Cette confiance avait été ma plus grande faiblesse. Mais quelque chose avait changé en moi pendant cette longue nuit d'insomnie. Le choc initial s'était transformé en quelque chose de différent, une détermination froide et calculatrice. S'il jouait à ce jeu dans mon dos pendant des mois, et probablement plus d'1 an, alors je pouvais jouer aussi. Mais je jouerais pour gagner. À 8 heures. Pile, j'ai pris une douche, me suis rasé avec le rasoir jetable de l'hôtel, et j'ai mis les mêmes vêtements de la veille. Je suis descendu dans la salle à manger de l'hôtel, j'ai pris mon petit déjeuner machinalement, c'est-à-dire un café avec du pain grillé sans goût, et j'ai ouvert mon ordinateur portable à une table isolée. J'ai tapé « Avocat divorce Madrid » dans le moteur de recherche. Des centaines de résultats sont apparus, alors j'ai commencé à filtrer. J'avais besoin de quelqu'un de spécialisé, avec une expérience vérifiable, et surtout de quelqu'un de discret, qui comprenne la gravité de ma situation. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur. Après 40 minutes à passer en revue des sites web, des critiques et des références, j'ai trouvé ce que je cherchais. Julián Herrera Campos avait 56 ans et était un spécialiste du droit de la famille. Avec 28 ans d'expérience. Son cabinet était situé à Chambry, et il avait d'excellentes notes, ainsi que plusieurs articles publiés sur la protection des actifs dans les divorces très conflictuels. Parfait, dis-je en composant le numéro qui figurait sur son site web. Une secrétaire répondit d'une voix professionnelle, disant « Cabinet Herrera ». « Bonjour », dis-je. « Bonjour, je souhaite prendre un rendez-vous urgent avec M. Herrera concernant un cas de divorce impliquant une infidélité conjugale. » Elle demanda mon nom, et je lui dis Ignacio Vega. J'entendis des bruits de clavier de l'autre côté de la ligne. Elle me dit qu'elle pouvait me proposer un rendez-vous
Ce vendredi, mais je lui dis que je devais le voir aujourd'hui car c'était urgent. J'expliquais que j'avais des preuves photographiques et que la situation était compliquée car elle impliquait mon lieu de travail. Il y eut une pause. J'entendis de la musique d'attente pendant 30 secondes. Puis, une autre voix masculine et grave se fit entendre. Il dit, « Monsieur Vega, je suis Julian Herrera, et ma secrétaire me dit que vous avez une situation urgente. Alors, pouvez-vous me donner des détails généraux ?» Je respirai profondément. Je lui dis que la nuit dernière, j'étais rentré d'un voyage un jour plus tôt que prévu et que j'avais découvert ma femme et mon patron chez eux, dans une situation compromettante. J'ai dit, j'ai des photographies, de plus, nous sommes mariés depuis 22 ans. Sous un régime de communauté de biens. J'ai dit, j'ai besoin de protéger mes actifs et de procéder à un divorce immédiatement. Il a dit qu'il comprenait, et sa voix ne montrait aucune surprise ni jugement, seulement un professionnalisme efficace. Il a demandé si j'avais une idée de la durée de la relation extra-conjugale. J'ai dit, pas encore, mais je compte le découvrir. Il a dit, parfait. Et qu'il pouvait me voir aujourd'hui à 14h30. Il m'a dit d'apporter les documents de mariage, plus les titres de propriété si je les avais, et toutes les preuves que j'avais recueillies. Il a ajouté, Monsieur Vega, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, ne discutez pas de la question avec votre femme et ne faites pas de mouvements financiers importants. De plus, ne supprimez ces photographies en aucune circonstance. J'ai dit, compris, et que j'y serai. J'ai raccroché et j'ai composé un autre numéro. Cette fois, j'ai cherché, détective privé Madrid infidélité. Le deuxième résultat était une agence appelée Veritas Investigation. J'ai appelé, et un homme avec un accent andalou a répondu, Veritas, dites-moi. J'ai dit que j'avais besoin de services d'enquête parce que je soupçonnais une infidélité conjugale, et que j'avais besoin d'une documentation complète sur les activités, les routines et les rencontres. Il a demandé si j'avais les noms et adresses des sujets, et j'ai dit oui pour les deux. Il a dit, bien, et que leur tarif était de 300 € par jour plus les frais. Alors il m'a demandé quand je voulais commencer. J'ai dit aujourd'hui si possible. L'enquêteur s'appelait Matteo Blanco. Il avait 44 ans et il m'a rencontré dans son bureau à Vicalvaro cet après-midi-là à 17h. C'était un homme mince avec une barbe taillée et un regard pénétrant, qui avait travaillé 10 ans dans la police nationale avant d'ouvrir son agence. Il m'a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, prenant des notes dans un petit carnet. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il suive ma femme, Beatrix Serrano, et qu'il documente toutes ses rencontres avec Ricardo Molina. Je voulais les adresses, les heures exactes et les lieux fréquentés, car je voulais savoir depuis combien de temps cela durait et à quelle fréquence ils se voyaient. Matteo a hoché la tête sans expression. Il a demandé s'il y avait des jours spécifiques où je soupçonnais une activité. Je lui ai dit les mardis et jeudis soirs, car elle dit qu'elle va à la classe de Pilates entre 18h30 et 22h. Il a dit, compris. Et qu'il commencerait la surveillance demain, mardi. Il a dit qu'il m'enverrait des rapports quotidiens, avec des photographies et une chronologie détaillée. Il a demandé si j'avais besoin qu'il obtienne un relevé de messages ou d'appels. Je lui ai dit oui, s'il pouvait le faire légalement. Il a dit qu'il y avait des moyens et de le laisser entre ses mains. J'ai quitté cette réunion avec un étrange sentiment de contrôle qui me revenait lentement. Pour la première fois depuis la nuit dernière, j'avais l'impression de faire quelque chose de productif, au lieu de simplement réagir. Cette nuit-là, je suis finalement rentré chez moi. Il était 20h15 lorsque j'ai garé la Mercedes dans l'allée. Les lumières du salon étaient allumées. J'ai pris 3 grandes respirations avant d'ouvrir la porte d'entrer avec ma clé. Béatrice est apparue immédiatement de la cuisine. Son visage était gonflé de pleurs,
avec de profondes cernes marquant sa peau, et elle portait le même pull froissé qu'elle utilisait pour nettoyer la maison. Elle me regarda avec des yeux suppliants. Elle dit, « Ignazio, Dieu merci, j'ai cru », sa voix se brisa. Je lui dis que j'avais eu des réunions de travail inattendues à Barcelone qui avaient duré plus longtemps que prévu. Je mentis. Avec une facilité qui me surprit. Ma voix semblait fatiguée, mais normale. J'ajoutai que j'avais oublié de charger mon téléphone et qu'il s'était éteint. Alors, j'ai demandé où était Marcos. Béatrice cligna des yeux, confuse par mon ton désinvolte, car elle s'attendait clairement à une confrontation explosive. Elle dit, « Il est chez son ami Daniel et nous serons de retour demain matin. » Je dis, « Bien, et puis je vais prendre une douche, car la journée a été longue. » Je la dépassai sans la toucher. Je suis monté à l'étage et je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai entendu ses pas hésitants dans le couloir, probablement en train d'attendre que je dise quelque chose de plus. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma douche pendant 20 minutes, laissant l'eau chaude laver la tension de mes épaules pendant que je planifiais ma prochaine action. Julián Herrera avait été clair lors de notre réunion à 14h30. Il a dit, ne l'affrontez pas encore, mais documentez tout d'abord. Il a dit. Si elle se doute de quelque chose, elle pourrait détruire des preuves ou commencer à déplacer de l'argent. Alors, agissez normalement jusqu'à ce que nous ayons un dossier en béton. Alors, c'est ce que je ferai. J'agirai normalement. Les 10 jours suivants furent les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Béatrice. Nous déjeunions ensemble comme si rien ne s'était passé. Nous parlions de futilités, comme le temps, les factures et les projets de Marcos pour les vacances de Noël. Elle semblait nerveuse les premiers jours, étudiant chacun d'eux. Mes mots, comme si elle cherchait des signes que je savais. Mais avec le temps, sans que je mentionne rien de ce matin-là, elle commença à se détendre. Ricardo au bureau, c'était une autre histoire. Le mercredi après l'incident, je l'ai croisé dans le couloir près de la salle de conférence. Il est devenu visiblement tendu, s'est raclé la gorge maladroitement et a évité mon regard direct. Il a dit, Ignazio, bonjour, et a demandé comment s'était passé Barcelone. Je lui ai dit, c'était productif, merci, et le client était satisfait. J'ai gardé ma voix professionnelle et froide. J'ai ajouté que j'avais le rapport final sur mon bureau s'il voulait le revoir. Il a dit, oui, il le verrait plus tard. Il a pratiquement fui vers son bureau. Pendant ces jours, Matteo m'a envoyé des rapports quotidiens par email cryptés avec des photographies jointes. Le schéma était exactement comme je l'avais soupçonné. Mais le voir documenté avec une précision forensique rendait tout 1000 fois pire. Pour le mardi 21 octobre, le rapport indiquait que Béatrice avait quitté son domicile à 18h33 et s'était rendue directement à l'hôtel Regina à Alcalá de Henares, à 28 km de chez elle. Ricardo est arrivé 7 minutes plus tard dans sa BMW noire. Ils sont entrés à l'hôtel séparément, avec 5 minutes d'intervalle. Matteo a documenté leur entrée dans la chambre 3004. Ils sont partis 3 heures plus tard. Elle à 21h48 et lui à 21h53. Béatrice est rentrée chez elle à 22h17, les cheveux mouillés, exactement comme elle le faisait toujours après son prétendu Pilate. Pour le jeudi 23 octobre. C'était le même schéma. Béatrice est partie à 18h31, suivant le même itinéraire jusqu'à l'hôtel Regina. Ricardo est arrivé 9 minutes plus tard, chambre 304. Encore une fois, Matteo a même obtenu des informations en soudoyant un employé de ménage. La chambre était réservée en permanence les mardis et jeudis sous le nom de R. Moral, un alias grossier mais efficace. Ce jeudi-là, lorsque Béatrice est rentrée à la maison après 22 heures, je regardais le match du Real Madrid à la télévision. Elle est entrée dans le salon,
se séchant les cheveux. Avec une petite serviette. Elle dit « Salut, chérie », et mentionna que le pilate était intense. Aujourd'hui, car l'instructeur leur avait fait faire des crunchs pendant 40 minutes, donc elle était épuisée. Elle s'est effondrée sur le canapé à côté d'eux. Moi avec un soupir exagéré. Je dis, cela semble épuisant. Sans quitter la télévision des yeux, je lui ai demandé si elle voulait manger quelque chose. Car j'avais préparé des pâtes. Elle a dit, oh, non. Car elle avait mangé une salade avec les filles de la salle de sport après le cours, mais merci. Elle s'est blottie contre mon épaule. Comme elle l'avait fait 1000 fois pendant notre mariage. L'odeur de son parfum. Cher, celui que Ricardo lui avait donné, a rempli mes narines. Je me suis forcé à ne pas me retirer brusquement. À l'intérieur, mon estomac se tordait de nausée et de rage. Mais à l'extérieur, je restais impassible. Le mardi 28 octobre, le schéma se poursuivit à l'hôtel Regina, chambre 304, pendant 3 heures. Matteo envoya 47 photographies ce jour-là. J'ai vu Béatrice entrer dans le parking souterrain. Et Ricardo traverser le hall, ajustant sa cravate, ainsi que les deux dents. L'ascenseur, capturé par les caméras de sécurité que Matteo avait piratées. Grâce à des contacts techniques. Pour le jeudi 30 octobre, c'était le même rituel, mais cette fois Matteo ajouta quelque chose de nouveau à son rapport. Il dit qu'il avait suivi les réservations d'hôtel grâce à un contact interne et que la chambre 304 avait été réservée sous le nom de R. Moral tous les mardis et jeudis depuis le 15 août 2023. Cela signifiait 14 mois de dossier continu. Il joignit le document. Scanné. 14 mois. C'était plus d'1 an de mensonges. Au cours de ces 10 jours, j'ai aussi découvert d'autres choses. J'ai discrètement examiné nos relevés de compte bancaires joints pendant que Béatrice dormait. J'ai trouvé des frais que je n'avais jamais remarqués auparavant. Il y avait le restaurant La Cabana de Roa Alcalá pour 186 € le 12 septembre, plus la bijouterie Montiel à Sol pour 430 €. Le 3 octobre, et un hôtel-boutique à Ségovie pour 290 € le 27 septembre. Ce week-end-là, elle avait dit qu'elle allait à une retraite de yoga avec des amis. J'ai additionné chaque dépense suspecte avec soin dans une feuille de calcul cachée sur mon ordinateur. Le total était exactement de 18 700 € dépensés. En 14 mois. C'était de l'argent de notre compte joint, mon argent utilisé pour financer sa liaison. C'était le comble de l'insolence. Le 10e jour de surveillance, vendredi 31 octobre, Matteo me rencontra dans son bureau pour me remettre le rapport complet. Je suis arrivé à 16h30 et j'ai trouvé un épais dossier en papier craft sur son bureau qui semblait peser des tonnes. Matteo me fit glisser le dossier avec une expression sérieuse et dit « Monsieur Vega, voici tout. » Il contenait 162 photographies haute résolution. Plus les transcriptions de messages récupérés du serveur de l'hôtel, et un dossier complet des réservations, plus quelque chose de supplémentaire qu'il avait découvert en enquêtant sur Ricardo Molina. Je lui demandai ce que c'était. Alors que je ouvrais le dossier. Les premières images montraient Béatrice et Ricardo entrant à l'hôtel Regina sous différents angles avec les dates et heures imprimées dans le coin. Matteo dit, Ricardo Molina est marié. Il sortit plusieurs feuilles agrafées d'un autre dossier. Il dit que le nom de sa femme est Amparo Ruiz de Molina. Elle a 49 ans et est femme au foyer. Ils sont mariés depuis 27 ans et ont 3 enfants, Raoul qui a 25 ans, Sandra qui en a 23 et Alberto qui en a 19. Ils vivent dans la même maison où j'ai découvert ma femme ce matin-là. Il a dit que la famille semblait exemplaire car Amparo participe activement aux associations de quartier et Ricardo assiste aux événements scolaires. Donc tout est très respectable à l'extérieur. Je sentis quelque chose se tordre dans mon estomac. C'était une autre famille détruite et d'autres enfants qui ne savaient pas que leur père était un menteur.
J'ai demandé si la femme savait quoi que ce soit. Matteo a dit qu'il n'avait aucune preuve qu'elle sache. En fait, il a trouvé des posts sur son Facebook d'il y a 3 semaines où elle taguait Ricardo avec des cœurs et le mentionnait comme le meilleur mari du monde. Il a dit qu'elle n'avait clairement aucune idée. J'ai relu les feuilles que Matteo m'avait données. Elles contenaient des informations détaillées, y compris l'adresse complète de la famille Molina, ainsi que les numéros de téléphone et les lieux de travail des enfants, même l'horaire où Amparo faisait ses courses hebdomadaires au supermarché Mercadona voisin. Matteo était exceptionnellement méticuleux. Il continua en disant, il y a quelque chose de plus important. Alors qu'il pointait une page spécifique du rapport, il dit, toutes les rencontres documentées suivent un schéma extrêmement rigide. C'est toujours le mardi et le jeudi, toujours entre 19h et 19h15, heure d'arrivée exacte. Toujours la chambre 3004, avec une durée moyenne de 2h53 minutes. Il dit, ce niveau de cohérence suggère que la relation est très organisée. Presque mécanique. J'ai tourné les pages lentement. Il y avait des photographies datant du début de la surveillance, y compris le 21, 23, 28 et 30 octobre. Pour les rencontres documentées en 10 jours, multipliées par 14 mois, cela représentait environ 112 rencontres. C'était 112 fois que ma femme avait choisi Ricardo plutôt que notre famille. J'ai demandé d'une voix rauque s'il avait les messages textes. Matteo sortit plusieurs pages supplémentaires. Il dit qu'il n'avait que des fragments récupérés du serveur de l'hôtel lorsqu'il faisait des réservations. Il dit que rien n'était trop explicite, car ils utilisaient apparemment WhatsApp. Avec des messages autodestructeurs. Mais il dit qu'il avait 3 conversations par email entre eux que l'enquêteur informatique avait pu extraire d'anciens serveurs. J'ai lu le premier daté du 20 septembre 2023 où Béatatrice a écrit « Mardi à l'heure habituelle, car j'ai besoin de te voir ». Ricardo a répondu « Bien sûr ». Disant « La chambre est réservée et tu me manques ». Béatatrice a répondu qu'Ignacio voyageait à Saragosse ce jour-là. Ricardo a répondu que c'était parfait et qu'elle était incroyable et qu'il avait hâte. Le second daté du 15 janvier 2024, où Ricardo écrivit qu'Amparo lui avait demandé pourquoi il était en retard le jeudi, et qu'il lui avait dit que c'était des réunions avec des investisseurs allemands. Béatatrice répondit qu'Ignacio ne soupçonnait rien non plus, et elle dit qu'il était si absorbé par son travail qu'ils pourraient se rencontrer chez eux sans qu'ils s'en rendent compte. En ajoutant un « A », Ricardo a répondu de faire attention à ne pas être trop confiant, qu'il valait mieux garder l'hôtel. Béatatrice a accepté, disant qu'il avait raison et qu'elle l'aimait. Ces 3 derniers mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Elle a dit qu'elle l'aimait. Elle le lui a dit. Mais quand était la dernière fois qu'elle me l'avait dit avec sincérité et pas juste par simple habitude? Le 3e email était plus récent, du 8 octobre 2024, où Béatatrice a écrit que le parfum qu'il lui avait donné était magnifique et qu'Ignacio avait commenté qu'il sentait cher mais ne soupçonnait rien. Ricardo a répondu que seul le meilleur pour elle, bien qu'il craignait que j'aie remarqué ces choses. Béatatrice a répondu en lui disant de se détendre, car elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté elle-même et que j'étais si naïf que je l'avais complètement cru. Ricardo a répondu que, même ainsi, il devait être prudent, car sa promotion au poste de PDG était décidée en janvier et il ne pouvait pas risquer de scandale maintenant. J'ai fermé les yeux, sentant la bile monter à ma gorge. Elle m'avait traité de naïf, et Ricardo était plus préoccupé par sa promotion que par les familles qu'il détruisait. Matteo a dit, il y a plus, interrompant mes sombres pensées. Il a sorti une enveloppe séparée. Il a dit qu'il avait enquêté sur les finances de Ricardo par l'intermédiaire de contacts bancaires et qu'il avait des dettes importantes. Il a un prêt hypothécaire de 34 000 € sur la maison, plus un prêt automobile de 28 700 € et 2 cartes de crédit avec un solde cumulé de 15 600 €. Il a dit
Que son salaire est élevé, mais qu'il dépense plus qu'il ne gagne. Il a dit que les cadeaux coûteux pour sa maîtresse étaient probablement financés par des crédits. Cela expliquait pourquoi elle avait utilisé notre argent joint pour des hôtels et des dîners. Ricardo payait les bijoux et les parfums, tandis que Béatrice mettait l'argent pour les rencontres. C'était un arrangement de partage des coûts dans l'heure. Petite affaire salie. Cette nuit-là, après avoir examiné le rapport complet, pendant 3 heures dans mon bureau à domicile, j'ai commencé à analyser méticuleusement nos relevés bancaires joints des 14 derniers mois. J'avais des copies numériques de tout, car c'était moi qui gérais les finances familiales. Béatrice ne prenait jamais la peine de consulter les comptes. J'ai créé une feuille de calcul détaillée avec chaque dépense suspecte. Il y avait 56 dépenses pour l'hôtel Regina à Alcalá pour 120 € chacune, totalisant 6 720 €. Il y avait 23 dépenses pour le restaurant La Cabana de Roa avec une moyenne de 180 €, totalisant 4 140 €. Il y avait 3 charges de la bijouterie Montiel totalisant 2 560 €. Il y avait 7 charges dans une boutique de lingerie à Serrano totalisant 1 830 €. Il y avait 2 charges pour l'hôtel boutique de Ségovie totalisant 600 €. Il y avait 8 charges pour les spas et les traitements de beauté totalisant 2 850 €. Le total documenté était exactement de 18 700 €. C'était près de 19 000 € de mon salaire, gagné avec des heures supplémentaires. Et des voyages épuisants, utilisés pour financer la trahison de ma femme. C'était de l'argent que nous aurions pu utiliser pour rénover la cuisine, comme Béatrice l'avait demandé il y a 2 ans. C'était de l'argent qui aurait pu payer un semestre entier d'université à Marcos. C'était de l'argent qui s'était simplement évaporé dans des hôtels bon marché et des dîners romantiques avec un autre homme. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, surligné chaque dépense suspecte en jaune, et les ai organisés chronologiquement dans un classeur séparé. Julien m'avait dit que la documentation financière était cruciale dans les divorces pour infidélité, car elle montrait une dissipation des biens matrimoniaux, un terme juridique élégant pour dire que Béatrice avait volé l'argent du mariage pour sa liaison. J'ai tout mis dans ma mallette, y compris le rapport de Matteo, plus les relevés bancaires, les photographies les plus incriminantes et les emails imprimés. Il était presque 2h30 du matin quand j'ai finalement éteint la lumière de mon bureau. Je suis monté discrètement. Béatrice dormait profondément dans son lit conjugal, recroquevillée sur le côté droit comme toujours. Sa respiration était calme et régulière. Elle dormait comme un bébé, sans aucune trace de culpabilité sur son visage détendu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant pendant plusieurs minutes. C'était la femme avec qui j'avais partagé 22 ans de vie, plus la mère de mon fils et la personne qui avait juré de m'aimer dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté. Mais tout n'avait été qu'un mensonge. Le lundi 3 novembre, je suis retourné au cabinet de Julien Herrera avec le rapport complet de Matteo et tous les relevés bancaires organisés. Sa secrétaire m'a immédiatement introduit dans son bureau. Une grande pièce avec des étagères remplies de codes juridiques et de diplômes. Encadrés au mur. Julien a examiné les documents pendant 40 minutes sans interruption, prenant des notes occasionnelles sur un bloc-notes jaune. Finalement, il leva les yeux avec une expression sérieuse mais satisfaite. Il dit, « Monsieur Vega, c'est un cas d'infidélité scolaire avec dissipation d'actifs. » Il dit, « J'ai une documentation photographique irréfutable, plus un relevé de dépenses détaillé et des preuves de tromperie continue pendant 14 mois, donc tout juge statuera en ma faveur. » Je lui demandai ce que je devais faire maintenant. Alors que je me penchais en avant, il dit, « D'abord, nous devons protéger les actifs immédiatement avant qu'elle ne se doute de quelque chose et ne commence à déplacer de l'argent. » Julien sortit plusieurs formulaires de son classeur. Il dit, « Nous allons demander une mesure conservatoire pour geler les comptes bancaires conjoints.
Il dit, cela vous empêche, à tous les deux, de faire des transactions importantes sans autorisation judiciaire. Il a dit, en parallèle, j'ouvrirai un compte personnel séparé où je ne déposerai que mes futurs revenus. J'ai demandé si c'était légal ou si je ne pouvais pas simplement transférer ma moitié. Julien a secoué la tête fermement. Il a expliqué que dans un régime de communauté de biens, tout actif acquis pendant un mariage appartient à 50% aux deux conjoints. Il a dit, si je transfère des fonds unilatéralement, elle pourrait m'accuser de cacher des actifs et compliquer le processus. Il a dit, la mesure de précaution protège les deux parties légalement pendant le traitement du divorce. Cela avait du sens. J'ai demandé combien de temps ces mesures prenaient. Il a dit qu'avec les preuves que j'avais, probablement 72 heures pour l'approbation judiciaire. Il a ajouté qu'en attendant, il fallait que je documente absolument tous les biens matrimoniaux, y compris les propriétés, les véhicules, les comptes d'épargne, les placements et les fonds de pension. Il a dit, nous ferons un inventaire complet. Nous avons passé les 2 heures suivantes à cataloguer méticuleusement tous les biens que Béatrice et moi possédions. Julien tapait sur son ordinateur pendant que je fournissais les détails. Notre résidence principale à Pozuelo de Alarcón a été achetée en 2006. Pour 385 000 € et le prêt hypothécaire a été entièrement remboursé en 2021. Sa valeur estimée actuelle, selon une évaluation récente, est de 520 000 €. Nous avions un appartement locatif à Salamanque, acheté en 2015 comme investissement pour 240 000 €, avec un prêt hypothécaire restant de 87 000 €, qui génère un revenu locatif de 1 100 € par mois. Sa valeur actuelle est de 310 000 €. Nous avions 2 véhicules, ma Mercedes classe de 2020, d'une valeur de 42 000 €, et son Audi A4 de 2022, d'une valeur de 38 000 €. Les comptes bancaires conjoints comprenaient un compte courant Santander avec 34 600 € et un compte d'épargne BBVA avec 89 300 €. Les plans de retraite comprenaient mon plan personnel avec 156 000 € accumulés. Et le plan de Béatrice avec 12 400 € que j'avais financé. Le total des biens matrimoniaux était d'environ 1 214 300 €. Julien a expliqué qu'en théorie 67 150 € appartenaient à chacun de nous, mais avec l'infidélité prouvée et la dissipation de 18 700 € de fonds conjoints, il a dit, nous demanderons une division favorable de 55% à 45% ou mieux. Il a ajouté, elle devra me rembourser ses dépenses indues. J'ai demandé pour la maison. Il a dit, la résidence principale est plus compliquée. Il a dit, elle est normalement attribuée aux conjoints ayant moins de ressources ou à celui qui a la garde des enfants mineurs. Il a noté, notre fils Marcos a 20 ans et est déjà un adulte légal, donc ce facteur ne s'applique pas. Il a dit, Béatrice aura du mal à argumenter qu'elle a plus besoin de la maison que moi, nous demanderons donc qu'elle me soit attribuée ou vendue avec une division des bénéfices. Pendant que Julien rédigeait les documents nécessaires, j'ai pris des photographies détaillées de chaque pièce de notre maison. Le même jour, lorsque Béatrice est sortie faire des courses, j'ai documenté les meubles, les appareils électroménagers et les petites œuvres d'art. Julien avait insisté sur le fait que tout ce qui pourrait être contesté ultérieurement devait être photographié et daté. Maintenant, le mercredi 5 novembre, Julien m'a appelé à 11h47. Il a dit, Monsieur Vega, nous avons l'approbation judiciaire, donc les comptes conjoints sont gelés à partir de ce moment. Il m'a dit d'aller à la banque aujourd'hui avec l'ordonnance qu'il avait envoyée par email et d'ouvrir mon compte personnel. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la succursale de Santander à Moncloa. Le gérant était un homme chauve nommé Francisco, que je connaissais, car il gérait notre compte depuis des années. Il a lu l'ordonnance du tribunal avec une expression gênée. Il a dit, Don Ignacio, je suis désolé que vous traversiez cela, et il allait procéder immédiatement à un gel
Il a demandé si je voulais ouvrir un nouveau compte. J'ai dit, oui, uniquement à mon nom. Il a dit, compris. Et que mes futurs revenus salariaux pourront être déposés ici sans problème, car ils sont considérés comme des biens communautaires distincts après la séparation. Francisco a tapé sur son ordinateur. Il a dit, le compte sera actif dans 24 heures. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi vers 20 heures, Béatrice était dans la cuisine en train de préparer le dîner, ce qui était étrange, car ces derniers temps, elle cuisinait peu. Elle a dit, salut, chérie. Et mentionna qu'elle avait fait mon gâteau au four préféré avec des pommes de terre. Elle sourit, essayant d'avoir l'air joyeuse, mais je remarquai la tension dans ses épaules. Je dis, merci, et que ça sent bon. Alors que je m'asseyais à table, faisant semblant que tout était normal, mon estomac se tordait. Je me demandais comment je pourrais manger avec elle, après tout ce que je savais. Pendant le dîner, Béatrice parlait sans arrêt de choses triviales. Elle parlait de la voisine du 3e étage qui avait rénové son balcon, du supermarché qui avait changé l'emplacement des produits laitiers, et du prix élevé des tomates ces derniers temps. J'acquiesçais de temps en temps, sans vraiment écouter. Mon esprit était occupé à calculer la prochaine étape. Le jeudi 6 novembre, exactement 23 jours après les avoir découverts, Julien finalisa la demande de divorce formel. C'était un document de 47 pages qui détaillait chaque aspect juridique de l'affaire. Il incluait les motifs de divorce basés sur une infidélité prouvée, plus un inventaire complet des biens. Il contenait des preuves photographiques jointes en annexe, plus une demande de division favorable de 58% à 42% et le remboursement des fonds dissipés. En demandant que la maison conjugale me soit attribuée, Julien expliqua à son bureau cet après-midi-là que j'avais 2 options. La première était de notifier Béatrice maintenant par huissier de justice, afin qu'elle reçoive officiellement les documents et ait 20 jours pour répondre. La deuxième était de lui remettre les documents moi-même lors d'une confrontation privée. Il a dit que c'était plus dramatique, mais que cela me donnait le contrôle du moment. J'ai demandé ce qu'il recommandait. Il a dit que cela dépendait de mes objectifs émotionnels. Il a dit que si je recherchais une justice froide et efficace, alors la notification judiciaire était la meilleure. Il a dit que si je voulais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu et pourquoi, alors la confrontation personnelle était préférable. J'ai pensé aux 12 fois où elle m'avait menti, plus aux 18 700 € volés et aux emails où elle me traitait de naïf et où Ricardo s'inquiétait plus de sa promotion que des familles qu'il détruisait. J'ai dit confrontation personnelle. Mais j'ai ajouté que je ne voulais pas juste avec elle. Julien a levé un sourcil et a demandé ce que j'avais en tête. Je lui ai dit que je voulais que Ricardo Molina subisse aussi les conséquences, pas seulement personnellement mais professionnellement. J'ai dit qu'il avait enfreint le code d'éthique de l'entreprise en entretenant une relation avec la femme d'un subordonné, donc cela devait avoir des répercussions. Julien a dit que c'était techniquement correct et m'a demandé si je comptais le signaler aux ressources humaines de l'entreprise. J'ai dit oui, mais je veux le coordonner parfaitement en confrontant Béatrice et en dénonçant Ricardo le même jour pour un impact simultané maximal. Julien sourit légèrement. Il dit qu'il aimait ma façon de penser, mais qu'il y avait autre chose à considérer. Je demandais quoi? Il dit, l'épouse de Ricardo, Amparo Ruiz, ne sait rien selon le rapport de l'enquêteur. Il dit, elle a aussi le droit de connaître la vérité. Il ajouta que, franchement, son témoignage en tant que témoin supplémentaire dans mon affaire pourrait être dévastateur pour les 2 tricheurs. Il avait raison. Amparo méritait de savoir que son mari depuis 27 ans la trahissait systématiquement depuis plus d'1 an. Et si elle décidait de divorcer? Aussi, Ricardo ferait face à une destruction complète par 2 divorces simultanés, plus la perte de son emploi et la ruine financière, ce qui serait une justice parfaite.
Le lundi 10 novembre, j'ai pris la décision la plus difficile jusqu'à présent. Celle de contacter Amparo Ruiz de Molina. J'avais son numéro de téléphone grâce au rapport de Matteo, mais l'appeler directement me semblait trop brusque. Au lieu de cela, j'ai décidé de me présenter à sa porte. Selon la surveillance de Matteo, Amparo sortait tous les lundis à 10h30 pour faire les courses hebdomadaires au Mercadona de son quartier, rentrant vers 12h15. Ricardo était au bureau jusqu'à 19h le lundi. Cela me donnait donc une fenêtre parfaite. Je suis arrivé à la maison des Molina à 12h40 lorsque j'ai vu sa Renault Clio beige se garer devant l'entrée. Amparo est sorti, portant 4 sacs de courses réutilisables pleins. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux bruns et aux mèches grises. Elle n'essayait pas de se cacher, vêtue d'un jean et d'un simple pull. Elle avait l'air fatiguée mais digne. Je suis sorti de ma Mercedes et je l'ai approchée avant qu'elle n'entre dans la maison. J'ai dit, Madame Amparo Ruiz de Molina. Elle s'est retournée, effrayée, serrant ses sacs de manière défensive. Elle demanda, oui, et qui êtes-vous? Je lui dis, je m'appelle Ignacio Vega, et je travaille avec son mari, Ricardo, à la société de logistique. Je lui dis, j'ai besoin de lui parler d'une affaire extrêmement délicate, et je lui demandai si nous pouvions parler à l'intérieur. Je lui promis que je ne prendrais pas beaucoup de son temps. Son expression changea de surprise à inquiétude. Elle a demandé si quelque chose était arrivé à Ricardo, ou s'il avait eu un accident. J'ai dit, non, ce n'est pas ça, mais c'est important, alors s'il vous plaît. Amparo a hésité, clairement mal à l'aise, mais a finalement hoché la tête. Elle a dit, d'accord, mais elle doit d'abord ranger les courses. Je l'ai suivie à l'intérieur de la maison où, ce matin du 14 octobre, j'ai découvert la trahison. Voir le hall en plein jour, avec une décoration familiale normale, des photos de mariage et de remise de diplômes au mur, et des chaussons d'enfants oubliés près de la porte, rendait tout plus surréaliste. C'était une vraie famille sur le point d'être détruite. Amparo rangea rapidement les courses dans la cuisine et me fit entrer dans le salon. Nous nous sommes assis sur des canapés opposés, avec une table basse en bois entre nous. Elle me regarda, anxieuse et nerveuse. Elle dit, Monsieur Vega, vous me faites peur. Alors, que se passe-t-il? Je pris une profonde inspiration. Je lui dis, Madame Amparo, ce que je suis sur le point de vous dire va briser votre monde. Je lui dis, croyez-moi, je n'apprécie pas cela. Mais elle mérite de connaître la vérité. J'ai pris un dossier de ma mallette contenant des copies de photographies moins explicites mais tout aussi accablantes. Je lui ai dit que son mari Ricardo entretenait une relation extra-conjugale avec ma femme Béatrice et ce depuis 14 mois. La couleur a complètement disparu de son visage. Elle a dit, quoi? Et non, ça ne peut pas être vrai, car Ricardo ne le ferait jamais. Je lui ai tendu le dossier. Je lui ai dit, j'ai des preuves irréfutables, y compris un détective privé. Plus des photographies datées et des registres d'hôtels, plus des relevés bancaires, donc tout est légalement documenté. Amparo a pris le dossier avec des mains tremblantes et a commencé à l'examiner. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes alors qu'elle tournait les pages. Il y avait des photographies de Ricardo entrant à l'hôtel Regina, plus Béatrice dans le parking et des registres de réservations répétées, plus les emails où il planifiait des rendez-vous. J'ai murmuré 112 fois. Je lui ai dit qu'il s'était vu environ 112 fois dans cet hôtel, tous les mardis et jeudis, pendant plus d'1 an, dans la chambre 304. Amparo a laissé échapper un sanglot étouffé. Les photographies sont tombées de ses mains sur la table. Elle a dit, tous les jeudis, tous les foutus jeudis, il me disait qu'il avait des réunions avec des investisseurs allemands. Elle ajouta que le mardi, il disait qu'il vérifiait les inventaires dans l'entrepôt des Alcala. Sa voix se brisa complètement.
Elle dit, 27 ans de mariage avec cet homme, et 27 ans à élever ses enfants, et pourtant il. Je ne dis rien et la laissai simplement digérer la dévastation. Elle pleura silencieusement pendant plusieurs minutes, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Finalement, elle prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. Elle demanda pourquoi je lui racontais ça. Elle dit, j'aurais pu gérer ça discrètement en divorçant de ma femme sans l'impliquer. Je lui dis, c'est parce qu'elle mérite la vérité et parce que Ricardo doit faire face à toutes les conséquences de ses actes. Je dis, il ne s'agit pas seulement de perdre ma femme, mais aussi sa propre famille. J'ai fait une pause et j'ai dit, honnêtement, c'est parce que son témoignage, en tant qu'épouse trompée, renforcerait énormément toute action légale ou corporative contre lui. Amparo m'a regardé avec des yeux rouges. Elle a demandé ce que je comptais faire. Je lui ai dit que j'allais confronter Béatrice et lui remettre les papiers de divorce. J'ai ajouté que je comptais également signaler Ricardo aux ressources humaines de l'entreprise pour avoir enfreint le code d'éthique de l'entreprise en ayant une relation avec la femme d'un subordonné. Je lui ai dit que cela entraînerait presque certainement son licenciement. Elle a dit, bien. Sa voix sonnait froide et dure. Elle a dit qu'il devait tout perdre, tout comme elle était en train de tout perdre. J'ai suggéré avec prudence qu'il y avait quelque chose de plus que nous pourrions faire ensemble. J'ai dit que si nous coordonnions nos actions le même jour, l'impact serait maximal. Je lui ai dit que j'allais affronter Béatrice à la maison et qu'elle allait affronter Ricardo ici où elle préférerait. J'ai dit que tous deux recevraient des preuves irréfutables simultanément. J'ai ajouté que le lendemain, nous présenterions une plainte corporative conjointe. Amparo est restée silencieuse pendant presque une minute complète, traitant l'information. Finalement, elle a hoché la tête et a demandé quand. J'ai demandé ce qu'elle pensait du samedi 15 novembre, soit dans 5 jours. J'ai dit, c'est assez de temps pour tout préparer, mais pas assez pour qu'il ne se doute de rien. J'ai ajouté que Ricardo serait à la maison ce jour-là. Et mon fils Marcos aussi, donc ce serait une confrontation familiale complète. Elle a dit, ses enfants, et oh mon Dieu, ses enfants, elle a couvert son visage avec ses mains. Elle a demandé comment elle allait leur dire ça. Elle a dit que Raoul idolâtre son père, que Sandra se marie l'année prochaine et voulait que Ricardo la conduise à l'hôtel, et qu'Alberto est en 2e année d'université, payé avec leur argent commun. Je lui ai dit, je comprends parfaitement, car mon fils de 20 ans devra aussi digérer que sa mère ait détruit notre famille. J'ai fait une pause, mais j'ai ajouté que la vérité est toujours meilleure que de vivre dans le mensonge. Tu ne penses pas? Amparo a baissé ses mains et m'a regardé directement, avec une nouvelle détermination dans ses yeux larmoyants. Elle a dit, j'ai raison. Elle a dit, samedi 15 novembre. Et a demandé. Quelle heure? Je lui ai dit que je comptais le faire pendant le dîner. Vers 21h. Parce que Béatrice serait détendue et que Marcos serait présent pour un impact émotionnel maximal. Elle a dit qu'elle ferait de même. Elle a dit qu'elle dînerait avec Ricardo et, quand ils auraient fini, elle lui montrerait tout. Amparo a ramassé les photographies de la table avec des mains qui étaient déjà plus fermes. Elle a demandé si elle pouvait en garder des copies. Je lui ai dit, bien sûr, elles sont à elle. J'ai ajouté, Madame Amparo. Alors que je me levais pour partir, je suis profondément désolé que nous ayons dû nous rencontrer dans ces circonstances. J'ai dit, ni l'un ni l'autre ne méritons ça. Elle a dit, non, nous ne le méritons pas. Elle s'est levée aussi, essuyant ses dernières larmes, mais elle a ajouté que, au moins, maintenant nous connaissons la vérité, et ils vont payer pour chaque mensonge. Nous nous sommes serrés la main dans un pacte silencieux de justice mutuelle. Quand j'ai quitté cette maison, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement mêlé d'anticipation. Je n'étais plus seul dans cette affaire. Amparo était une
Alliée inattendue mais puissante. Les jours suivants se sont déroulés en préparation méticuleuse. Julien a finalisé tous les documents légaux. J'ai répété mentalement des dizaines de fois comment j'allais affronter Béatrice. J'ai acheté une petite caméra vidéo cachée que j'installerai dans la salle à manger pour enregistrer la confrontation. Julien a suggéré que cela pourrait être légalement utile. Le vendredi 14 novembre, la veille de la confrontation prévue, Béatrice a commenté pendant le petit déjeuner que demain nous devrions avoir quelque chose de spécial pour le dîner et a demandé ce que je pensais. Alors qu'elle préparait des lasagnes. Je lui ai dit, ça a l'air parfait. Avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, j'ai ajouté, ce sera un dîner très mémorable. Elle n'avait aucune idée à quel point il le serait. Le samedi 15 novembre, le ciel était clairé. La température fraîche, typique d'un automne à Madrid. Je me suis réveillé à 7h20 du matin. Avec le cœur battant fort, sachant que ce jour allait tout changer pour toujours. Béatrice prépara le petit déjeuner comme n'importe quel samedi. Normal, y compris du café au lait, plus du pain grillé à l'huile d'olive et de la tomate râpée. Marcos descendit vers 9h, traînant encore les pieds d'un air endormi, et s'assit en face de moi, bâillant. Je dis, bonjour, champion. En essayant d'avoir l'air désinvolte, je lui demandai s'il avait des projets pour aujourd'hui. Marcos a dit qu'il allait sortir avec Daniel cet après-midi, mais qu'il pouvait annuler si j'avais besoin de quelque chose, en mordant sa rôtie distraitement. Vérifiant son portable. Je lui ai dit que je préférais qu'il dîne avec nous ce soir, puisque sa mère préparait des lasagnes. J'ai regardé Béatrice, qui souriait depuis la cuisine, complètement inconsciente de ce qui allait arriver. J'ai ajouté que cela faisait longtemps que nous n'avions pas dîné tous les trois. Tranquillement. Marcos haussa les épaules et dit, bien sûr, papa. Pas de problème. La journée s'est écoulée avec une lenteur agonisante. J'ai installé la caméra cachée sur l'étagère de la salle à manger à 14h30, quand il était tous les deux sortis, déguisés parmi des livres décoratifs, avec un angle parfait vers la table. J'ai vérifié 3 fois qu'il fonctionnait correctement. J'ai organisé les documents juridiques dans ma mallette, y compris la demande de divorce, plus l'ordonnance de gel des comptes et l'inventaire des biens. Tout était donc parfaitement ordonné dans un dossier bleu officiel. À 17h, j'ai reçu un message texte d'Amparo disant que tout était prêt de son côté et que le dîner avec Ricardo était à 20h30. Tout en ajoutant, que Dieu nous donne la force. J'ai répondu en lui souhaitant aussi beaucoup de force et en disant qu'il le méritait. Béatrice a commencé à préparer le dîner vers 19h. L'odeur des lasagnes en train de cuire a rempli la maison. C'était une odeur qui aurait normalement été réconfortante, mais maintenant elle me donnait la nausée. Elle fredonnait en cuisinant, heureuse et détendue. Dans son esprit, ce n'était qu'un autre agréable dîner en famille. Marcos a mis la table sans qu'on le lui demande, plaçant les assiettes, les couverts et les verres à vin pour les adultes. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision de 55 pouces de la salle à manger à l'aide d'un câble HDMI, en m'assurant que la présentation était prête. Marcos a remarqué et a demandé si nous allions regarder un film pendant le dîner. Je lui ai dit quelque chose comme ça, et que c'était une présentation importante que je voulais partager avec eux. À 21h07, nous nous sommes assis pour dîner. Béatrice a servi des portions généreuses de lasagne fumante avec une salade d'accompagnement. Nous avons trinqué avec du vin rouge. Tous deux buvaient, mais je n'ai touché mon verre qu'à mes lèvres sans boire, car je devais garder la tête absolument claire. La conversation pendant les 15 premières minutes était futile. Marcos parlait de ses examens de décembre. Béatrice commentait une vente de vêtements chez elle. Corté inglés. J'acquiesçais occasionnellement sans dire grand-chose. Je mangeais machinalement,
sentant chaque bouchée comme du ciment qui descendait dans ma gorge. Quand nous eûmes tous fini le plat principal, je m'essuyai la bouche avec une serviette et me levai. J'ai dit, avant le dessert, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec vous deux. Béatrice m'a regardé confuse et m'a demandé si ça ne pouvait pas attendre après la tarte aux pommes. Je lui ai dit, non, ça ne peut pas attendre. Je l'ai suivi avec un ordinateur portable et j'ai bougé le curseur. L'écran de télévision s'est allumé, montrant la première diapositive. Avec la date et l'heure exacte du 14 octobre 2024 à minuit 41. Ainsi qu'une photographie de la façade de la maison de Ricardo Molina. Le visage de Béatrix devint instantanément pâle. Ses yeux s'écarquillèrent et le verre de vin faillit lui tomber des mains. Elle murmura, Ignacio, qu'est-ce que c'est? Je ne répondis pas et passai simplement à la diapositive suivante. Il y avait une photographie de Ricardo ouvrant la porte dans une robe de chambre bleu marine, une expression de panique figée dans le temps. Je suis passé à la diapositive suivante. J'ai vu Béatrice dans l'escalier intérieur, en lingerie noire, descendant vers le hall. Marcos s'est levé brusquement de sa chaise, regardant l'écran avec une horreur grandissante, et a crié, « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai continué à feuilleter les diapositives sans dire un mot. J'ai montré l'hôtel Regina à Alcalá de Henares, avec Béatrice entrant dans le parking et Ricardo arrivant quelques minutes plus tard, y compris la datée. L'heure sur chaque image, comme le 21 octobre à 19h03. La suivante était le 23 octobre à 20h08. Puis le 28 octobre à 19h01. Puis le 30 octobre à 19h15. C'était un schéma méthodique et dévastateur. Béatrice essaya de se lever, mais ses jambes ne répondirent pas correctement. Elle retomba donc sur la chaise, les larmes commençant à couler sur ses joues. Et supplia, Ignacio, s'il te plaît, éteins ça, nous pouvons en parler. Je demandai de quoi exactement nous parlions, Béatrice. Je parlais pour la première fois, ma voix sortant froide comme de la glace. Je demandais à propos des 14 mois qu'elle avait passé à coucher avec mon patron, plus des 112 fois. Environ où elle l'avait rencontré dans cet hôtel, pendant que je travaillais comme un idiot pour nous soutenir. Marcos a regardé entre sa mère et moi avec une expression de complète incrédulité et a demandé, « Maman, c'est réel ?» Béatrice a tendu la main vers lui en pleurant, « Marcos, chérie, ce n'est pas ce que ça a l'air, mais… » Marcos a reculé comme si elle brûlait. J'ai parcouru d'autres diapositives, montrant des relevés bancaires avec des dépenses marquées en jaune. J'ai montré l'écran et j'ai dit, 8700. J'ai dit que c'était de notre compte joint, dépensé en hôtel, en restaurant romantique et en cadeaux pour son amant, de l'argent qui aurait dû payer l'université de notre fils et de l'argent que j'ai gagné en voyageant et en sacrifiant du temps en famille. Je suis passé à la diapositive suivante. J'ai montré les emails imprimés en gros caractères pour que tout le monde puisse les lire. Celui qui m'avait le plus blessé apparut en plein écran où elle écrivait que Ignacio est si naïf qu'il a tout gobé. Et Ricardo écrivait, sa promotion au poste de PDG est décidée en janvier, ils ne peuvent donc pas risquer de scandale. Marcos lut à voix haute, sa voix se brisant, demandant, « Maman, si elle a vraiment traité papa de naïf ?» Il se tourna vers Béatrice avec une fureur que je n'avais jamais vue en lui. Et demanda comment elle pouvait lui faire ça, et comment elle pouvait nous faire ça. Béatrice sanglotait ouvertement maintenant, le maquillage coulant en ligne noire sur son visage, alors qu'elle suppliait, « Marcos, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, car c'était une horrible erreur et elle se sentait seule. Depuis que son père travaillait toujours. Je n'ai pas explosé finalement. Bien que ma voix se soit élevée pour la première fois cette nuit-là, je lui ai dit, n'essaie pas de justifier cela en me blâmant, car je travaille pour nous donner une bonne vie. Alors, elle n'aurait pas à travailler si elle ne le voulait pas, et à payer pour cette maison, plus la voiture qu'elle conduit et les vacances en famille.
J'ai ajouté qu'elle l'avait remboursé en couchant avec mon patron pendant plus d'1 an. J'ai pris le dossier bleu de ma mallette et je l'ai jeté sur la table. Devant elle. Plusieurs documents en sont tombés, des papiers officiels avec des sceaux judiciaires. C'était une demande de divorce de 52 pages pour infidélité. Prouvée avec des preuves jointes. Je lui ai dit que les comptes bancaires conjoints avaient été gelés par ordonnance du tribunal pendant 10 jours, donc. Elle ne pouvait pas déplacer 1 euro sans autorisation. J'ai dit que je demandais une division favorable des biens de 58 à 42 en ma faveur, plus le remboursement intégral des fonds qu'elle avait dissipés pour sa liaison. Béatatrice a pris les papiers avec des mains tremblantes, les parcourant sans vraiment lire. Elle a sangloté. « Ignazio, s'il te plaît. Pouvons-nous aller en thérapie de couple pour arranger ça parce qu'elle m'aime et m'a toujours aimé ?» Je lui ai dit non, et ma voix était faite d'acier. Je lui ai dit qu'elle ne m'aimait pas et n'avait probablement jamais vraiment aimé, sinon elle n'aurait pas pu me regarder dans les yeux chaque soir après avoir été avec lui. J'ai ajouté qu'elle n'aurait pas pu dormir paisiblement dans notre lit, sachant ce qu'elle avait fait. Marcos était toujours debout, respirant difficilement, les poings serrés sur les côtés. Il a crié « Maman, tu dois partir maintenant. » Béatatrice a demandé « Quoi ?» et a dit « C'est aussi sa maison. » Marcos a hurlé que c'est la maison que papa a payée et la maison où elle nous a élevés pendant qu'elle trompait son mari, donc il ne voulait pas la voir ici. Béatatrice s'est levée en titubant, cherchant un appui sur la table. Elle me regarda une dernière fois avec un désespoir absolu dans les yeux et dit « Ignazio, s'il te plaît. 22 ans ensemble, ça doit vouloir dire quelque chose. » Je lui ai dit « Ça signifiait tout pour moi jusqu'à ce que tu le détruises. » J'ai ajouté « Tu as 48 heures pour emballer tes affaires personnelles, et après cela, le reste sera légalement inventorié pour la division des biens. » Elle quitta la salle à manger, sanglotant de manière incontrôlable. Elle monta à l'étage et j'entendis la porte de la chambre claquer avec un grand bruit. Marcos et moi restâmes silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, mon fils parla. D'une voix rauque, demandant depuis combien de temps je savais. Je lui dis. Depuis le 14 octobre, quand je les avais découverts ce matin-là, quand j'étais rentré de Barcelone un jour plus tôt. Et il a demandé pourquoi je n'avais rien dit pendant 1 mois. Je lui ai dit que j'avais besoin de preuves et que je devais nous protéger légalement. Je l'ai regardé directement et j'ai dit que sa mère avait pris ses décisions. Donc, maintenant, nous vivions tous avec les conséquences. Béatatrice a quitté la maison le dimanche après-midi, vers 16h30, après avoir fait 2 grandes valises. Avec des vêtements et des effets personnels. Nous ne nous sommes pas parlé. Elle a essayé de s'approcher de Marcos 2 fois. Mais il l'a délibérément évité, s'enfermant dans sa chambre jusqu'à ce qu'il entende la voiture s'éloigner. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait déménagé temporairement chez sa sœur Claudia à Retafe. Ce même samedi soir du 15, pendant que je confrontais Béatatrice, Amparo avait fait exactement la même chose avec Ricardo, comme elle me l'a confirmé par message à 23h47. Elle a écrit « C'est fait » et a dit qu'elle lui avait tout montré. Elle a dit qu'il avait d'abord nié, puis supplié, et enfin explosé de rage. Elle a dit qu'il dormait sur le canapé, et que ses enfants étaient dévastés, mais que justice était faite. Le lundi 17 novembre, à 9h du matin, Amparo et moi nous sommes présentés ensemble au siège de l'entreprise, demandant une réunion urgente avec le directeur des ressources humaines, Ernesto Salgado, et le PDG, Vicente Carmona. La secrétaire a essayé de fixer un rendez-vous pour plusieurs jours plus tard. Mais quand j'ai mentionné que cela impliquait une conduite inappropriée de la part d'un directeur régional avec de graves implications légales, ils nous ont immédiatement fait entrer. Ernesto Salgado avait 61 ans, les cheveux complètement blancs et une expression perpétuellement sérieuse. Vicente Carmona, le PDG, était plus jeune, 54 ans, et connu pour ne pas tolérer les scandales d'entreprise.
Tous deux nous ont reçus dans une salle de conférence privée au 5e étage. Ernesto a ouvert un carnet, se préparant à prendre des notes, et a demandé. « Monsieur Vega, Madame Molina, comment pouvons-nous vous aider ?» J'ai placé 2 copies du dossier complet sur la table en acajou, y compris des photographies, des relevés bancaires, des registres d'hôtel et des emails. Amparo a fait de même de son côté. J'ai commencé d'une voix ferme en disant « Ricardo Molina, le directeur régional de cette entreprise, a entretenu une relation extra-conjugale avec ma femme, Beatatrice Serrano, pendant les 14 derniers mois. » J'ai ajouté qu'en tant qu'employé subordonné à lui, cela constitue une violation claire du code d'éthique de l'entreprise, qui interdit les relations compromettant l'environnement de travail ou générant des conflits d'intérêts. Vicente Carmona a pris l'un des dossiers et a commencé à l'examiner, son visage se durcissant à chaque page. J'ai dit, cela a été entièrement vérifié par un détective privé agréé avec une documentation notariée, donc tout est légal. J'ai souligné des photographies spécifiques, y compris l'hôtel Regina à Alcalá de Henares avec des réunions régulières tous les mardis et jeudis pendant plus d'1 an. J'ai ajouté que les dépenses étaient partiellement payées avec des fonds qui auraient dû être déclarés comme un conflit si une relation professionnelle appropriée avait existé. Amparo a parlé pour la première fois, sa voix brisée, mais ferme, disant qu'elle était la femme de Ricardo depuis 27 ans et qu'elle venait de découvrir cette trahison il y a 2 jours. Elle a dit que sa famille était détruite, mais indépendamment de sa douleur personnelle, Monsieur Vega a raison. Et la conduite de son mari a violé les politiques d'entreprise qui protègent les employés subordonnés contre l'abus de pouvoir. Ernesto Salgado a examiné le code d'éthique sur sa tablette en écoutant. Il a lu l'article 4.7 qui stipule qu'il est strictement interdit d'entretenir des relations amoureuses ou sexuelles entre le personnel de différents niveaux hiérarchiques sans notification expresse aux ressources humaines. Il a également lu l'article 4.8 qui stipule que les relations avec les parents directs des subordonnés constituent un grave conflit d'intérêts. Vicente a demandé directement à Ernesto si Ricardo les avait jamais informés de cette relation. Ernesto a répondu « jamais » et a dit qu'il avait vérifié son dossier complet 2 minutes auparavant pendant que nous attendions, et qu'il n'y avait aucune mention. Vicente referma le dossier d'un bruit sec et dit que c'était inacceptable. Il dit « Monsieur Vega, Madame Molina, laissez-nous ces documents, car nous allons ouvrir une enquête interne immédiatement. » Il ajouta « Ricardo Molina sera suspendu avec effet immédiat pendant que nous évaluerons l'ensemble du dossier. » J'interrompis en disant « Avec tout le respect que je vous dois. Monsieur Carmona, la suspension ne suffit pas, car les preuves sont irréfutables. Et il n'y a rien à enquêter. » J'ai dit qu'il avait violé des politiques claires, utilisé sa position de pouvoir de manière inappropriée et mis en péril la réputation de cette entreprise, donc la suspension ne suffisait pas. Vicente m'a regardé fixement pendant plusieurs secondes, puis a finalement hoché la tête lentement. Il a dit « J'ai raison. » Il a dit, puisque les preuves sont concluantes et que l'affaire ne nécessite pas d'enquête supplémentaire, ils procéderont à la résiliation du contrat pour faute grave. Il a dit, Ricardo Molina sera licencié avec effet immédiat. Nous avons quitté cette réunion à 10h43 du matin. Amparo et moi nous sommes dit au revoir sur le parking avec une poignée de main mutuelle de gratitude. Elle avait les larmes aux yeux, mais aussi quelque chose comme un soulagement. Elle a dit « Merci d'avoir eu le courage de lui dire la vérité, Ignacio, et merci de faire ça avec elle, car elle n'aurait pas pu le faire seule. » Je lui ai dit, au contraire, Madame Amparo, car elle est incroyablement forte et Ricardo a perdu une femme extraordinaire. À 13h20, alors que je déjeunais à mon bureau, j'ai entendu une agitation dans le couloir. Ricardo Molina s'en allait, escorté par la sécurité de l'entreprise, portant une boîte en carton avec ses effets personnels. Son visage était rouge d'humiliation et de rage. Il me vit à travers la vitre de
mon bureau et nos yeux se rencontrèrent pendant 3 secondes. Puis il détourna le regard et continua de marcher rapidement vers la sortie. À 15 heures, je reçus un email formel de Vicente Carmona, demandant une réunion privée. Je montai au 7e étage, m'attendant peut-être à une réprimande pour avoir causé un scandale corporatif. Vicente m'a reçu debout, près d'une fenêtre panoramique avec vue sur Madrid. Il m'a dit de m'asseoir, s'il vous plaît. Je me suis assis sur la chaise devant son bureau, nerveux mais essayant de conserver mon sang-froid professionnel. Vicente a commencé de manière inattendue, disant qu'il voulait me remercier personnellement d'avoir porté cette affaire à leur attention. Il a dit, des situations comme celle-ci, si elles sont cachées, peuvent générer des procès de plusieurs millions de dollars pour un environnement de travail hostile. Alors, j'ai agi avec une intégrité exemplaire. J'ai dit, je n'ai fait que ce qui était juste, monsieur. Il a dit, précisément, et c'est exactement la qualité qu'il recherche dans le leadership. Vicente s'est assis et a ouvert un dossier. Il a dit que le poste de directeur régional était vacant à compter d'aujourd'hui, et qu'il avait examiné mon dossier qui montrait 9 ans dans l'entreprise avec des évaluations constamment excellentes. Plus aucune plainte disciplinaire et de multiples projets achevés en dessous du budget et en avance sur le calendrier. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Vicente a dit, Ignacio, il voulait me proposer le poste de directeur régional par intérim à compter de demain avec un salaire correspondant de 87 000 € annuels plus des primes. Il a ajouté qu'après une période probatoire de 3 mois, si mes performances sont satisfaisantes, le poste deviendra permanent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La position que Ricardo avait faussement promise à Béatrice pour la maintenir accrochée était maintenant la mienne légitimement. J'ai dit que j'acceptais, monsieur Carmona, et merci pour la confiance. Il a dit excellent et que les ressources humaines prépareraient la documentation cette semaine. Vicente a tendu la main et je l'ai serré fermement. Il a dit, bienvenue dans l'équipe exécutive. J'ai quitté ce bureau en marchant sur des nuages. En moins de 48 heures, Ricardo avait perdu son emploi, son mariage et sa réputation. Et j'avais obtenu la promotion que je méritais par mon propre mérite et non par manipulation. La justice avait un goût doux mais aussi amer, car bien que j'ai triomphé professionnellement, j'étais toujours dévasté personnellement. Mon mariage était détruit. La confiance dans les personnes que j'aimais avait été pulvérisée. Mais au moins, maintenant, je contrôlais mon propre destin. Les premiers jours après la confrontation, Marcos semblait être entièrement de mon côté. Il ne répondait pas aux appels de Béatrice et l'avait bloqué temporairement sur WhatsApp, tout en m'accompagnant lors des dîners silencieux, où nous digérions tous deux la destruction de notre famille. Mais cela a changé radicalement le jeudi 20 novembre. Je suis rentré chez moi vers 19h30 après ma première journée complète en tant que directeur régional par intérim. J'ai trouvé Marcos dans le salon avec une expression hostile que je n'avais jamais vue auparavant. Son ordinateur portable était ouvert, affichant un article de journal numérique. Il a demandé si j'avais vu ça et m'a montré l'écran avec agressivité. Il a dit, maman est publiquement humiliée et il y a d'horribles commentaires à son sujet sur les réseaux sociaux. Il a dit, il l'appelle une salope, une briseuse de foyer et une croqueuse de diamants. J'ai lu rapidement. Quelqu'un de l'entreprise avait divulgué les détails du scandale aux médias locaux. Le titre disait « Directeur régional licencié pour liaison avec la femme d'un subordonné, les deux familles dévastées ». Je lui dis avec lassitude en posant ma mallette que ce n'était pas moi qui avais divulgué cela. Je dis que c'était probablement un employé de ressources humaines. Bavard, mais il cria que j'avais commencé tout ça. Il dit que j'aurais pu gérer cela discrètement en privé, mais que je n'avais pas à l'exposer devant lui, ni à ruiner sa réputation et à détruire complètement sa vie
J'ai senti la colère monter dans ma poitrine et j'ai dit discrètement. Marcos, puisque ta mère m'a trompé pendant 14 mois, j'ai ajouté, elle a dépensé près de 19 000 € de notre argent familial pour sa liaison, et pourtant. Je suis le méchant pour avoir exigé justice. Il a crié, c'est ma mère. Sa voix se brisant, il a dit, elle a fait une horrible erreur. Oui, mais elle ne mérite pas d'être traînée dans la boue publiquement. Il a dit. Elle a détruit papa, car il a appelé tante Claudia. Et elle dit, maman. Mange à peine et pleure toute la journée. De plus, elle a perdu 6 kilogrammes. Une semaine. J'ai dit, bien. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. J'ai dit, peut-être maintenant elle comprend une fraction de la douleur qu'elle a causée. Marcos me regarda avec incrédulité et me demanda comment je pouvais être si cruel, car il pensait que je l'aimais. Je lui dis, je l'aimais, et c'est pour ça que ça fait si mal. Je me dirigeai vers la cuisine, cherchant de l'eau. Ayant besoin d'espace. Marcos me suivit. Il continua d'un ton défiant, disant qu'il avait réfléchi et que quand il finirait le semestre en décembre, il déménagerait chez maman. Il a dit, elle a besoin de soutien et clairement, je n'ai aucune compassion. Je me suis tourné vers lui lentement. J'ai dit, soutien, Marcos. Après qu'elle ait délibérément détruit cette famille pendant plus d'1 an, et ce n'était pas une erreur momentanée. J'ai ajouté que c'était sans douce décision. Consciente de trahir notre confiance. Il a dit que les gens font des erreurs et a mentionné que notre mariage avait clairement des problèmes si elle cherchait de l'affection ailleurs. Cette déclaration m'a frappé comme une gifle. Je lui ai demandé s'il me blâmait. Et s'il disait que je méritais d'être trompé parce que je travaillais dur pour nous donner une bonne vie. Il a dit qu'il disait que les choses n'étaient pas noires et blanches et que maman avait aussi souffert de la solitude toutes ces années où je voyageais constamment. Je lui ai dit qu'alors elle aurait dû me parler, et que nous aurions dû aller en thérapie de couple au lieu qu'elle couche avec mon patron dans mon dos. J'ai respiré profondément, essayant de contrôler mon tempérament. J'ai dit, Marcos, je comprends qu'elle est ta mère et que tu l'aimes, mais défendre ces actions impardonnables fait de toi un complice de la trahison. Il a dit qu'il ne défendait pas ce qu'elle avait fait, mais qu'il disait que ma vengeance était excessive. Je lui ai dit que c'était une vengeance, car c'était de la justice. Il a dit, appelle ça comme tu veux, mais exposer ma mère comme ça et faire virer Ricardo, plus les humilier publiquement, ce n'était pas de la justice. C'était de la cruauté calculée. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et d'intégrité, défendait la femme qui avait menti systématiquement pendant plus d'1 an. Il choisissait le mauvais camp de l'histoire. Je lui ai dit finalement, d'une voix calme mais dure, que si tel était son point de vue, alors il devait comprendre les conséquences de ses choix. Il a demandé ce que cela signifiait. Je lui ai dit que cela signifiait qu'à partir d'aujourd'hui, son soutien financier était réduit au minimum légal obligatoire. J'ai dit, la loi espagnole m'oblige à couvrir tes besoins de base pendant tes études, ce qui signifie les frais de scolarité universitaire payés directement à l'établissement, plus une pension alimentaire minimale de 400 € par mois, et rien d'autre. Marcos a cligné des yeux, confus, et a demandé si je plaisantais. Je lui ai dit, absolument pas. J'ai dit, l'appartement que je t'ai loué près de l'université est annulé à la fin du mois. J'ai dit, la voiture que tu utilises, mais qui est à mon nom, sera vendue et l'argent ira sur le compte de divorce gelé. J'ai ajouté que les cartes de crédit supplémentaires seraient annulées demain et que les 800 € d'allocation mensuelle pour les dépenses personnelles seraient annulées aujourd'hui. Son visage a perdu sa couleur. Il a dit, papa, tu ne peux pas faire ça. Et il a demandé comment il allait vivre avec 400 € par mois. Je lui ai dit comme des milliers d'étudiants le font, en travaillant à temps partiel, en partageant un appartement avec des camarades de classe, en cuisinant au lieu de manger au restaurant,
tout en étant responsable de son argent. J'ai croisé les bras. Je lui ai dit qu'il avait eu une vie privilégiée, entièrement payée par moi. J'ai ajouté que maintenant qu'il choisissait de défendre celle qui avait trahi cette famille qui lui avait donné ce privilège, il apprendrait ce qu'il en coûtait vraiment de se prendre en charge. Il a dit, c'est de la manipulation émotionnelle, et tu utilises l'argent pour me forcer à prendre ton parti. Je lui ai dit, non, car je lui apprends que les décisions ont des conséquences. J'ai dit, sa mère a choisi de me trahir et a perdu son mariage, sa réputation et sa stabilité économique. J'ai ajouté qu'il choisissait de la défendre publiquement, et qu'il perdait le soutien financier supplémentaire que je lui avais fourni volontairement par amour paternel. Marcos respirait difficilement. Des larmes de frustration dans les yeux. Il a dit qu'il allait déménager chez maman et qu'elle l'accepterait. Je lui ai dit, bien sûr qu'elle le fera, mais elle vit dans un appartement de 2 chambres qu'elle paie à sa sœur, car l'argent du divorce n'est pas encore divisé. J'ai dit, elle dort sur un canapé et cherche un emploi de réceptionniste, car son dernier emploi remonte à 18 ans. J'ai demandé s'il pensait qu'elle pouvait le soutenir. Il a dit, nous trouverons un moyen. Je lui ai dit, parfait. Et qu'il avait jusqu'à la fin du mois pour déménager. Je me suis dirigé vers les escaliers, complètement épuisé émotionnellement et physiquement. J'ai ajouté, Marcos, juste pour être clair, les portes de cette maison te seront toujours ouvertes, mais le portefeuille, non. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte, ressentant le poids écrasant de la solitude absolue. Je n'avais pas seulement perdu ma femme, car maintenant je perdais aussi mon fils. La trahison de Béatrice avait absolument tout détruit. Ce que j'aimais. Cette nuit-là, allongé seul dans le lit que j'avais partagé avec Béatrice. Pendant 22 ans, je me suis enfin permis de pleurer. Ce n'était pas pour elle, mais pour la famille que nous avions été, plus pour le fils qui me regardait. Maintenant avec du ressentiment au lieu du respect, et pour les 22 ans de souvenirs qui étaient maintenant durablement souillés par son mensonge. 8 mois se sont écoulés depuis ce dîner du 15 novembre. Le calendrier marquait juillet 2025 quand finalement le juge a rendu la sentence de divorce finale au tribunal de la famille du tribunal de première instance numéro 7 de Madrid. J'étais assis sur le côté gauche de la salle avec Julian Herrera à côté de moi. Béatrice était à l'autre bout avec son avocate commise d'office, une jeune femme nommée Nura qui a clairement fait de son mieux avec une affaire perdue dès le début. Béatrice avait notablement maigri, et son visage montrait des rides de stress qui n'existaient pas auparavant. De plus, elle portait un modeste costume gris, très différent des vêtements coûteux qu'elle avait l'habitude de porter. Le juge Fernandez, un homme de 58 ans avec 3 décennies d'expérience en droit de la famille, a lu la résolution pendant 14 minutes. Les points clés ont résonné dans la salle avec une autorité juridique incontestable, disant que le mariage est dissous en raison d'une infidélité conjugale prouvée par des preuves photographiques, testimoniales et documentaires irréfutables. La division des biens a été établie à 56% pour le demandeur, Ignacio Vega, et 44% pour la défenderesse, Béatrice Serrano, ajustée pour la dissipation prouvée des fonds matrimoniaux. Il a dit que Madame Serrano devait rembourser la somme de 18 700 € à Monsieur Vega en versement mensuel de 350 € pendant 54 mois. Il a ajouté: le domicile conjugal à Pozuelo est attribué à Monsieur Vega, tandis que l'appartement d'investissement à Salamanque est vendu et les bénéfices sont divisés selon les pourcentages établis. Béatrice garda les yeux fixés sur ses mains pendant toute la lecture. Elle ne pleura pas, elle accepta simplement chaque mot comme un coup inévitable. Nous quittâmes le palais de justice sans échanger un mot. Julian me tapota l'épaule et dit, justice complète, Ignacio, et c'est l'un des cas les plus solides qu'il ait traité. Je lui dis, merci pour tout, Julian, car je n'aurais littéralement pas pu le faire sans lui. Cet après-midi-là,
en rentrant chez moi, qui était ma maison légalement. Maintenant, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu via Bluetooth. J'ai entendu une voix masculine hésitante dire « Ignacio Vega ». J'ai dit « Oui » et j'ai demandé « Qui parle ?» Il a dit « Je suis Alberto Molina, le fils de Ricardo ». Il y a eu un silence gênant. Il a dit « Je sais que c'est étrange, mais je voulais te remercier. » J'ai pensé « Me remercier ». Et j'ai demandé pourquoi. Il a dit « Pour avoir dit la vérité à ma mère. » Il a dit « Mon père. » Pendant des années, je pensais que c'était un homme honorable. Il a ajouté que découvrir ce qu'il était vraiment, bien que douloureux, était nécessaire. Il a dit « Maman a aussi commencé un divorce, et il a été finalisé le mois dernier. » Il a dit « Elle va beaucoup mieux maintenant et elle est plus forte. » De plus, elle a trouvé un emploi dans une association d'aide aux femmes battues. Aidant d'autres personnes qui ont traversé des situations similaires, donc elle a un nouveau but. J'ai dit « Je suis content d'entendre cela, car Amparo est une femme extraordinaire. » Il a dit « Mon père travaille comme superviseur d'entrepôt dans une entreprise de messagerie. » Il a ajouté « Il gagne un tiers de ce qu'il gagnait avant et vit seul dans un petit studio à Vicalvaro. » Il a dit « Mes frères et sœurs et moi lui avons à peine parlé. » Il a dit « Je pense qu'il comprend enfin que les actions ont des conséquences. » Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Ricardo était complètement tombé, mais détruire quelqu'un, même quelqu'un qui le méritait, ne faisait jamais complètement du bien. Au travail, ma période intérimaire s'est terminée en février, et j'ai été confirmé comme directeur régional permanent avec un salaire augmenté à 9 400 € annuels. L'équipe me respectait, les projets avançaient efficacement, et Vicente Carmona me mentionnait 2 fois comme candidat potentiel à la vice-présidence lorsque l'occupant actuel prendrait sa retraite dans 2 ans. Professionnellement, j'avais atteint un sommet que Ricardo n'avait jamais atteint honnêtement, mais les nuits restaient solitaires. La maison de 4 chambres semblait vide et pleine de fantômes à la fois. J'ai eu 3 rendez-vous pendant ces mois avec des femmes intelligentes et attrayantes que j'ai rencontrées via des applications ou des présentations de collègues. Aucun n'a prospéré, non pas parce qu'elles étaient inadéquates, mais parce que je portais toujours le poids d'une trahison que je n'avais pas entièrement digérée. Béatatrice, d'après ce que j'ai entendu d'amis communs, travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire à Carabanchel. Elle gagnait environ 1 400 € par mois et vivait dans un appartement d'une chambre qu'elle louait pour 750 €. De plus, elle s'était complètement coupé les cheveux longs pour une coupe courte à la garçonne, une transformation physique qui symbolisait une vie complètement différente. Je ne ressentais aucun plaisir dans sa souffrance, mais seulement un vide là où l'amour était autrefois. La vraie surprise est arrivée un samedi, à la mi-juillet. J'ai sonné à la porte de ma propre maison et j'ai trouvé Marcos debout sur le porche avec une expression humble que je n'avais pas vue en lui depuis qu'il était petit. Admettant qu'il avait cassé quelque chose de précieux, il a dit « Salut, papa » et a demandé s'il pouvait entrer. Je lui ai dit « Bien sûr » et que c'était toujours sa maison. Nous nous sommes assis dans le salon où, il y a 8 mois, j'avais projeté ces photographies dévastatrices. Marcos avait l'air différent, plus mince, avec la peau bronzée par le travail au soleil et les mains calleuses par le travail physique. Il a dit « J'ai trouvé un emploi en mai comme livreur globaux. » Sans préambule, il a dit du lundi au vendredi après les cours, plus les samedis complets. Donc, il gagne environ 900 € par mois plus les 4 cents que je lui donne. Il a dit qu'il partageait un appartement avec 3 camarades de classe près de la cité universitaire et cuisinait ses propres repas, plus qu'il prenait le métro au lieu de conduire. Je lui ai dit que j'étais content qu'il apprenne la responsabilité. Il a dit « Je ne suis pas venu pour demander mes privilèges en retour, mais je suis venu pour m'excuser. »
Il a dit, j'avais raison sur tout. Il a ajouté, maman a pris des décisions impardonnables et j'avais le droit d'exiger justice. Pourtant, j'ai été un idiot de la défendre juste parce que c'est ma mère sans considérer la douleur qu'elle m'a causée. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Il a dit, Marcos, ces mois passés à vivre avec elle ont été révélateurs. Il a poursuivi en disant qu'il avait entendu comment elle parlait de moi, quand elle pensait qu'il dormait. Il a dit qu'elle n'avait jamais assumé de réelle responsabilité, car elle trouvait toujours des moyens de me blâmer, comme le fait que je travaillais beaucoup ou que j'étais distant, ou que la relation était de toute façon morte. Mais il a dit, papa, j'ai vu les relevés bancaires que tu as laissés dans ton bureau avant que je parte. Il a dit qu'il a vu exactement combien elle a dépensé et il a vu les dates. Il a ajouté, 12 fois n'est pas une erreur impulsive, car c'est un choix délibéré. Et répété. Je lui ai dit, j'apprécie qu'il comprenne maintenant. Il a dit. Je veux que tu saches que même si je vis avec maman parce que je ne peux pas encore me permettre un autre endroit, mon respect et mon admiration sont pour toi. Il a ajouté que j'avais géré une situation impossible avec une dignité qu'elle n'avait jamais eue. Ses yeux s'humidifièrent et il demanda si je pensais que nous pourrions reconstruire notre relation un jour. Je le regardai longuement. C'était un jeune homme de 20 ans qui avait mûri de façon spectaculaire en 8 mois d'adversité auto-imposée. Une partie de moi voulait l'embrasser immédiatement et tout pardonner. Mais une autre partie, celle qui avait appris de dures leçons sur les conséquences et les limites, savait qu'un pardon facile nous tromperait tous. Les deux. Je lui ai dit, Marcos, je t'aime, et je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils, mais les choses entre nous ne seront jamais exactement comme avant. J'ai dit, la confiance que tu as brisée quand tu m'as accusé de cruauté calculée en défendant la trahison de ta mère a besoin de temps pour être reconstruite. Il a dit qu'il avait compris. J'ai dit, nous pouvons travailler à une relation nouvelle, plus mature et plus honnête, mais ne vous attendez pas à ce que nous oublions simplement le passé et que nous redevenions un père et un fils de conte de fées. Il a dit, il ne s'y attend pas et espère seulement une opportunité. Je lui ai dit qu'il l'avait. J'ai tendu la main et il l'a serrée fermement. Je lui ai dit de dîner ici tous les dimanches s'il le voulait, alors nous parlerons. J'ai ajouté, nous apprendrons à nous connaître à nouveau en tant qu'adultes, au lieu de père et fils. Marcos a hoché la tête avec un petit sourire sincère. Après son départ, je me suis assis seul sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil de juillet peindre le ciel en orange et violet. J'ai pensé aux 9 derniers mois. J'ai pensé à la trahison découverte, plus à l'enquête méticuleuse et à la justice obtenue, plus au coût payé. J'avais gagné tout ce que j'avais entrepris, y compris un divorce favorable, plus une promotion méritée et l'exposition des menteurs. Mais j'avais aussi perdu irrémédiablement l'innocence de croire que l'amour inconditionnel suffisait à maintenir un mariage, et la certitude qu'une famille était incassable. La justice avait été rendue, mais la victoire avait un goût de cendre mêlé d'un espoir fragile. Et c'était peut-être exactement ce que je méritais, ni une fin parfaitement heureuse ni une amertume éternelle, mais la réalité complexe d'un homme de 49 ans reconstruisant sa vie sur les ruines de ce qu'il croyait autrefois éternel.